Monsieur le Président général, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chères consoeurs et chers confrères, chers amis de l'Académie, venus nombreux, c'est à partir du néolithique que l'homme, en se sédentarisant, parviendra à façonner son lieu de vie pour imposer une empreinte et s'y épanouir. On peut penser aux alignements de mégalithes, à Stonehenge ou Karnak par exemple, mais dans l'histoire des civilisations méditerranéennes, c'est l'art d'aménager les jardins qui va advenir, en même temps d'ailleurs que celui de l'écriture. Cet art prendra son envol avec elle, en suscitant admiration et convoitise. En effet, les écritures mésopotamiennes et orientales vont stimuler les transactions de produits raffinés, tout autant que celles de plantes rares destinées aux jardins d'exception, et ces derniers vont à leur tour constituer de véritables marqueurs du pouvoir en tant que jardins d'agrément, d'une part, flattant la vue et l'odorat, ou en tant aussi que jardins royaux flattant la gourmandise. Ce sont donc ces deux principaux types de jardins sollicitant nos sens dont il va être question. S'agissant du pourtour méditerranéen, leur histoire débute dans la région du Croissant fertile, où apparaissent des trésors de broderie végétale à l'est du Tigre, dès le VIe siècle avant Jésus-Christ. Soucieux de ne pas être en reste, monarques et empereurs du monde gréco-romain mobiliseront les plus talentueux fontainiers, architectes paysagistes, ainsi que botanistes à la faveur de conquêtes et d'expéditions, où seront mises à l'honneur les pommes d'or du jardin des Hespérides. Un jardin, nous dit la mythologie grecque, surveillé par les trois filles d'Atlas, Aglaé, Érithie et Aréthuse, et défendu par un dragon à 100 têtes que domptera à Héraclès, Hercule romain. Pour les humanistes de la Renaissance, il n'a fait aucun doute que ces pommes d'or provenaient d'orangers réputés flatter délicieusement la vue, l'odorat et le goût, raisons pour lesquelles ils n'ont pas manqué d'être recherchés, cultivés et multipliés. Mis à l'honneur au bord de somptueuses pièces d'eau, les orangers reflèteront la quintessence des demeures impériales romaines, puis celle des califes médiévaux de l'Occident hispano-arabe, avant que les familles princières de la Renaissance ne leur réservent à grands frais des espaces d'acclimatation dignes de leurs origines. C'est dans ce contexte que j'ai choisi d'évoquer avec vous ce soir quelques exemples de jardins. Extraordinaires de par leur situation, ils le sont tout autant par leur histoire, leur agencement, leur importance dans la vie sociale. Nous allons évoquer successivement les jardins de Pasargades dans l'Iran de l'Empire achéménide, ceux d'Oplontis et de la Villa Adriana sur la colline de Tibur, près de Rome, actuelle Tivoli, villa agrémentée de citronniers et bigaradiers, tout comme quelques siècles plus tard, les jardins des Arabes médiévaux d'Occident. Ceci avant de passer à l'orangerie des Médicis de Florence qui a inspiré celle de Versailles. Et pour conclure, nous évoquerons les deux jardins contemporains à Saint-Jean-Cap-Ferrat, comme vous l'a dit Jean-Paul, sur la Riviera française. Mais au préalable, quelques mots sur les orangers, sujet qui va constituer en gros le fil rouge de notre propos. Botaniquement, ce sont des arbres qui appartiennent au genre Citrus. Ils sont originaires des forêts humides de l'Asie du Sud et de l'Est. Leurs lointains parents se sont affranchis il y a quelques 160 millions d'années des caprices du vent en produisant des fleurs odorantes et mellifères, attirant les insectes pollinisateurs. À la suite d'évolution, ils développent la faculté de produire un fruit remarquable que les botanistes appelleront Hesperidium. Son épiderme est chargé de pigments aux couleurs éclatantes, ainsi que d'huiles essentielles odorantes. De quoi régaler volatiles, et surtout mammifères frugivores, au premier rang desquels l'éléphant, grand amateur d'oranges dont il dispersera les graines dans ses déjections. Dans certains manuscrits d'Asie, vous voyez qu'on revient à l'écriture, le terme Nagaranga signifie indigestion d'éléphant. Curieusement. Alors récemment, en 2008, Ronan Moreau, maître de conférence du Collège de France en littérature indienne,
a commenté des textes qu'il avait retrouvés où il est question de découverte de squelettes d'éléphants envahis de jeunes semis d'orangers. C'est curieux, mais c'est un constat, précisent ces textes, d'une gourmandise excessive devenue fatale aux proboscidiens pour cause d'indigestion gazeuse. Vrai ou pas, cette approche est sans doute plus réaliste que celle de nos pommes d'or. Ce sera la période de l'Empire achéménide au VIe siècle avant Jésus-Christ, à cette période que commencera véritablement l'histoire des jardins méditerranéens. Cet immense empire, qui s'étendait de la Macédoine à l'Indus, succède à celui des Babyloniens et va durer 2 siècles. Il s'enrichira des apports architecturaux et artistiques de nombreux pays dominés, lesquels apparaissent sur cette carte, aboutissant à la réalisation des célèbres jardins de Pasargades, ainsi d'ailleurs que Persépolis ou Suse. Ce sont les plus connus et ils se situent dans le prolongement de la célèbre route royale de Babylonie. Ils sont conçus comme des espaces clos, appelés Tairi Daisa en persan, d'où le terme paradis. Le dispositif Chaharbagh de ces jardins fait référence à un plan en croix dont le dessin a inspiré les célèbres tapis du même nom. Les massifs de verdure, ponctués d'arbres exotiques remarquables, y sont répartis autour de bassins d'eau, alimentés par des canaux et séparés d'allées. Ces jardins étaient l'apanage d'une élite fortunée et avaient un rôle d'ambassade car ils valorisaient avec majesté le pouvoir impérial. Pasargades, aménagé sous Cyrus II, nous a laissé les vestiges les plus impressionnants sur un ensemble de 9 jardins persans classés aujourd'hui au patrimoine de l'UNESCO. En effet, ce jardin tout à fait extraordinaire a nécessité la construction de 2 importants barrages alimentant tout un réseau de canalisation qui n'ont pas d'équivalent dans les autres sites babyloniens ou achéménides de ce type. 2 barrages captaient les eaux de l'Oued-Pulvar, faisant de Pasargades une capitale verdoyante en plein cœur d'une zone désertique. Le cédrat, connu aussi sous le terme de pomme de Médie, fut le premier agrume remarquable à figurer dans ces jardins. Le fruit ne contient qu'une faible proportion de pulpe, comme on peut le voir, car son écorce est très épaisse, mais heureusement avec un épiderme délicieusement parfumé. Il se conserve très longtemps après cueillette et a pu être acheminé sur de longues distances par les caravaniers avec la soie ou les épices. Originaire de l'Inde, il était déjà connu des Babyloniens, lesquels avaient déporté l'élite juive lors de leur conquête de Jérusalem 2 siècles auparavant. À ce stade donc, les perceptions olfactives émanant des jardins de prestige vont précéder celles des saveurs et du goût, au point que l'odeur du cédrat symbolisera une bonne pratique des convenances, notamment des convenances religieuses. Chez les anciens, les parfums chassaient la souillure pour s'approcher du beau et de la grâce des divinités, tradition fortement ancrée chez les Égyptiens, pour atteindre l'au-delà avec l'embaumement. Nous nous projetons maintenant au printemps 331 avant Jésus-Christ dans la plaine de Gaugamélès. Grâce à un stratagème, Alexandre le Grand conquiert l'Empire perse et poursuit ses conquêtes jusqu'en Bactriane, vers l'Indus. À l'époque, ce n'étaient pas les drones qui étaient à la menace, mais c'étaient les chars attelés de 2 chevaux rapides, avec des roues dont les moyeux étaient prolongés de redoutables ailettes tranchantes, coupe-jarrets. Alexandre, poursuivant ses conquêtes vers l'Orient, demandera à Néarque, son amiral, de piloter une flotte de 120 navires transportant près de 10 000 hommes pour le rejoindre par la mer jusqu'à l'estuaire de l'Indus. Néarque ouvrira ainsi une nouvelle route maritime que certains historiens dénommeront route des parfums. Toutefois, il faudra attendre plusieurs années avant d'assister aux premiers allers-retours avec le sud de l'Inde, une traversée de 6 semaines qui fut inaugurée par le capitaine de vaisseau romain Hippalus vers 47 après Jésus-Christ, entre Ochélis et Mouziris. La grande bénéficiaire de ce nouvel axe de transaction deviendra la ville d'Alexandrie,
qui va découvrir les arômes de deux nouveaux agrumes, celui des citronniers et celui des orangers à peau épaisse et pulpe amère, appelés bicarades. Deux agrumes originaires de l'Inde, comme le cédrat. Leurs fruits charnus, transportés en felouque, étaient trop fragiles pour emprunter les routes continentales de la soie qui transitaient à Palmyre. À titre d'exemple, une grande felouque pouvait embarquer 15 à 20 tonnes de biens fragiles, périssables, soit 5 tonnes par marin, et parcourir 130 km par jour, alors qu'en comparaison, par la route terrestre, un caravanier en charge d'un chameau et de ses mules ne pouvait transporter que vers à peine une demi-tonne d'épices et de soie, et parcourir seulement 40 km par jour. Venons-en au jardin de la Rome impériale. En 79 après Jésus-Christ survient l'éruption du Vésuve. Récemment, les fouilles d'une luxueuse villa d'Oplontis qui aurait appartenu à Popée, seconde épouse de Néron, ont livré des débris végétaux piégés dans les cendres volcaniques il y a près de 2000 ans. Des études très fines ont attesté dans ces débris la présence de bigaradiers et citronniers au bord d'une majestueuse piscine dont le promenoir accédait à des appartements richement décorés, ceci au milieu d'une flore abondante. Aujourd'hui, Oplontis se situe en plein cœur de la ville de Naples, près de la Torre Annunziata. S'il est une histoire surprenante liée au jardin d'exception, c'est bien celle de l'empereur Hadrien qui va régner de 117 à 138 après Jésus-Christ, soit 21 ans. Voyageur et constructeur infatigable, Hadrien passe la première moitié de son règne à sillonner son empire, en 3 séquences d'itinéraires qui sont détaillées ici. Depuis le nord de l'Angleterre, où il fait aménager un fameux mur contre l'envahisseur, jusqu'aux confins de l'Égypte, où il construit la nouvelle route reliant le Nil au port de Bérénice sur la mer Rouge. Cette route, appelée Via Adriana, renforcera la position commerciale d'Alexandrie. Très attiré par les civilisations grecques, syriaques et égyptiennes, Hadrien embellit les capitales de l'Orient méditerranéen. L'Empire romain parvient alors à son apogée territorial. Grand stratège, Hadrien préférait négocier et prévenir plutôt que faire la guerre. Parvenu à la cinquantaine, il rentre à Rome et s'implique dans la construction du Panthéon et de l'Odéon. Mais c'est dans l'aménagement d'un vaste jardin de 120 hectares à l'écart de Rome, sur la colline de Tibur, qu'il va totalement s'investir. Le choix de Tibur, actuel Tivoli, donc comme je vous l'ai dit, n'est pas anodin, car il jouxte les 5 principaux aqueducs qui approvisionnent Rome en eau courante. Ville, au passage, on peut le remarquer, consommait 1 million de mètres cubes par jour, soit 1 mètre cube par habitant, puisque la ville comprenait à peu près 1 million d'habitants, selon les hydroarchéologues italiens qui ont évalué les débits transitant dans les aqueducs. Cela lui permet d'intercepter un volume d'eau conséquent pour ses jardins, fontaines, miroirs d'eau. Il y avait notamment un vivier, un théâtre maritime très complexe dans sa conception, un hippodrome avec un large plan d'eau en son centre, de grands et petits thermes, et surtout le Canop, un canal de 119 mètres de long par 18 mètres de large, symbolisant le Nil, dont on voit la reconstitution en bas à droite de cette image. Nil où son favori, Antinoüs, avait perdu la vie par noyade. Outre une importante bibliothèque, flanquée de résidences d'artistes, on comptait de vastes écuries et dépendances pour le personnel d'entretien, un palais d'hiver, agrémenté de jardins collectionnant les plantes les plus convoitées. Dans cette luxuriante oasis de verdure, Hadrien intégrera une statuaire égyptienne et son obélisque, ainsi que des alignements de cariatides exécutés par les meilleurs sculpteurs de la Grèce, exaltant la noblesse du corps humain. Les divinités de la mythologie y trouvaient ainsi leur place, Aphrodite, la Vénus des Romains, accroupie à son bain, ou encore Héraclès, Hercule, dont le 11e de ses 12 travaux avait consisté à exterminer le terrible dragon à 100 têtes du jardin des Hespérides. C'est pour ça qu'on le voit avec sa massue. De somptueuses mosaïques comme celle de la vasque aux 4 colombes
ornaient les sols des thermes, lesquels, habillés de marbre rare, étaient surmontés de coupoles et demi-coupoles. Il s'agissait d'un véritable parcours initiatique entre métier d'art et nature, pierre et feuillage, qui inspirera par la suite des grands noms tels qu'Andrea Palladio, Raphaël, Michel-Ange, Léonard de Vinci. Tous viendront à Tibur pour trouver l'inspiration dans un lieu déclinant la quintessence d'une civilisation antique, métissée d'influences orientales et invitant à la sérénité ainsi qu'à la contemplation. L'ensemble est parvenu jusqu'à nous dans un état très dégradé et n'a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO qu'en 1999. En 1924, Marguerite Yourcenar visite la Villa Adriana. Ce sera l'étincelle qui va l'engager dans des recherches historiques approfondies, aboutissant à la publication en 1958 du célèbre roman « Mémoires d'Adrien », ouvrage qui contribua à son élection à l'Académie française. Il s'agit d'une longue lettre rédigée par le vieil empereur Adrien au terme de sa vie. Retiré dans ses jardins de Tibur, il s'adresse à son petit-fils adoptif et éventuel successeur Marc Aurèle. La ville de Bavay, ancienne Bagacum romaine, a célébré la mémoire d'Adrien et de Yourcenar lors d'une importante exposition en 2016, dont on aperçoit ici à gauche la couverture du catalogue. À droite, la couverture de l'apparition du livre de poche Mémoire d'Adrien, avec à nouveau la vasque aux 4 colombes, dont les tesselles sont extrêmement fines, à peine 1 mm de côté. Les Nabatéens ne se sont pas seulement illustrés en tant que caravaniers commerçants, grâce à la domestication du dromadaire, ou encore en tant qu'étonnants sculpteurs des parois rocheuses de Pétra et Aigras. En effet, ils étaient aussi d'excellents hydrologues, constructeurs de puits à fond très évasés, un puits pouvant irriguer jusqu'à 400 hectares. Ils pratiquaient une agriculture d'oasis véritablement intensive. Leur société offrait l'accession à la propriété foncière de tout travailleur agricole, homme ou femme. Le grand temple de Pétra disposait d'un jardin alimenté par un puits et un grand bassin d'eau. Les Nabatéens nous ont aussi légué en héritage un remarquable manuscrit intitulé « Livre de l'agriculture nabatéenne ». Excusez-moi. Ouvrage rédigé en araméen syriaque au IIIe siècle après Jésus-Christ par Koutamia. On revient donc à nouveau à ce lien entre jardin remarquable et écriture. Ce traité, regroupant les connaissances et pratiques mésopotamiennes, aborde les questions d'horticulture irriguée, s'appliquant aux plantes vivrières ainsi qu'aux plantes à parfum, dont principalement les agrumes. On trouve des descriptions techniques sur le marcottage, le greffage et l'acclimatation des orangers, pratiquement. Lorsqu'au 8e siècle, après Jésus-Christ, le calife omeyyade Abdelrahman Ier, chassé de Damas, s'installe à Cordoue, il envoie des émissaires en Syrie pour lui rapporter des plantes rares, parmi lesquelles figuraient bigaradier et citronnier, ainsi qu'une copie de l'ouvrage de Koutamia, du fameux ouvrage de Koutamia. Dès 904, il fait traduire cet ouvrage de l'araméen en arabe, ce qui fera école auprès des Arabes médiévaux andalous. Les agrumes seront tenus en si haute estime pour leur feuillage et leur parfum, que leur entretien fut confié à des équipes d'agronomes et de médecins botanistes. Ainsi, un curieux jardin attenant à la mosquée de Cordoue sera planté en bigaradier, avec un dispositif topographique se voulant calquer sur celle des piliers du célèbre édifice, une disposition calquée sur celle des célèbres édifices, tradition qui se maintiendra jusqu'à nos jours en Espagne dans la cour des administrations recevant du public, pour créer ce qu'on pourrait dire une ambiance olfactive, constat effectué avec les bigaradiers du jardin suspendu du palais de la Generalidad à Barcelone que nous avons visité en 2023 grâce à l'intervention de notre consoeur Gemma Durand, que je salue ici et que je remercie. Avec l'avènement de la dynastie almohade, qui, à la fin du XIIe siècle, unifie le Maghreb et unifie les capitales de Séville et Marrakech, qui vivent à l'heure de grands ouvrages hydrauliques, et pour installer non plus seulement des jardins d'agrément,
mais de véritables vergers de 15 à 20 000 sujets dans la ceinture verte intramuros de ces villes fortifiées. Ce sera le cas donc de Marrakech et de l'Alcazar à Séville, de la Ménara à Marrakech et de l'Alcazar à Séville. Dans l'enclos de ces palais urbains, la culture des citrons et bigarades répondra aux besoins grandissants des populations urbaines en huile essentielle, fleurs de bigaradier, aussi cotées, sinon plus ces huiles que celles des roses ou de jasmin. La nouvelle technique de distillation par alambic inventée par le persan Avicenne fera merveille. Les progrès des études médicales, pharmacologiques et botaniques ayant pris naissance à Cordoue ont conduit à la publication remarquable du remarquable traité d'Ibn Alawan, intitulé Livre de l'agriculture, en arabe Kitab al-Filala, paru à Séville à la fin du XIIe siècle. Cet ouvrage amplifie considérablement le livre de l'agriculture nabatéenne et sera traduit en langue espagnole, puis édité au cours des siècles, par exemple très récemment encore en langue française chez Actes Sud, véritable bible végétale de plus de 1000 pages imprimées sur grammage très fin. Les pratiques andalouses qui avaient atteint les cours d'Italie furent repensées à Florence à partir des années 1500. Cette période coïncide avec l'arrivée en Europe des orangers doux qui sont, eux, originaires de Chine et non plus d'Inde. En effet, ils furent rapportés directement de l'Empire du Milieu par les Portugais jusqu'à Lisbonne. Et ce sera le troisième type d'agrumes à rejoindre le bassin méditerranéen sous le nom de pomme du Portugal. Moins riches en huiles essentielles que la bigarade, les orangers apportent de nouvelles qualités gustatives fort appréciées, avec même des possibilités de coloration sanguine de la pulpe. Les Médicis, promoteurs d'un renouveau de l'architecture des jardins, entretiendront à grands frais une collection d'orangers au palais Castello de Florence, puis au jardin Boboli, dans un plan d'eau de forme ovale, garni d'une rangée d'orangers cultivés en forme naine, en vase de terracotta. Préfiguration de l'orangerie de Jules Ardouin-Mansart à Versailles, accueillant quelques 1200 agrumes de grande taille, cultivés en caisses créées par Lacintini, créateur des jardins du roi. Caisses de forme cubique, comportant une solide armature en fonte surmontée de 4 pieds d'angle, avec panneaux latéraux à guichet pour les travaux de téquessage et rencaissage tous les 10 ou 15 ans. Ces caisses permettent toujours de cultiver des orangers de taille normale au-delà du siècle. Remisés en hiver dans l'orangerie, les arbres prennent place en été dans les parterres à géométrie parfaite dessinés par André Lenôtre. Notre dernière évocation de l'histoire extraordinaire des jardins nous conduira sur la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat, située entre Nice et Monaco. C'est une avancée, à côté de la côte, abritée des froidures hivernales et que délimitent de somptueuses villas. Le microclimat y est voisin de celui de Malaga, dans le sud de l'Espagne. L'une des plus connues est la villa Béatrice et Frucy de Rothschild, qui jouxte la célèbre villa des Cèdres. Béatrice avait disputé à Léopold II, en 1905, un terrain de 7 hectares que le roi des Belges convoitait pour agrandir sa propriété mitoyenne des Cèdres, laquelle atteignait déjà 14 hectares. Mais le royal appétit de Léopold II n'avait pas de limite, oserais-je dire. Avant d'en juger, revenons à la baronne Béatrice. La configuration de sa propriété ayant une forme de navire, face à la mer, lui avait inspiré un projet de villa au milieu d'un jardin à la française, avec ses fontaines et jeux d'eau musicaux. Elle imposera aux jardiniers de porter le costume de marin pour se donner l'illusion de vivre entouré d'hommes d'équipage sur un paquebot faisant le tour du monde. Elle ne séjournera que très peu dans cette villa baptisée Île-de-France, qu'elle délaisse à partir de 1916, à la mort de son époux, Maurice et Frucy, dont la famille était originaire d'Odessa. Elle cédera sa villa d'ailleurs par testament en 1933 à l'Institut de France,
avec la totalité de ses importantes collections d'art sous le statut juridique d'une fondation. Quant à la Villa des Cèdres, dernier exemple de notre propos, elle hébergeait à l'origine une collection de cèdres provenant du Cachemire, du Mexique, du Liban, ou encore des massifs de l'Atlas, ceux qui sont à frondaison bleue comme on le voit sur cette image. Y figuraient également les premiers araucarias d'Australie, ainsi que des jacarandas d'Amérique du Sud. Ces arbres devenus aujourd'hui magnifiques ne cessent de faire l'admiration. Ils avaient été plantés par le maire de Villefranche-sur-Mer, premier propriétaire du Cap Ferrat. Le Cap, qui n'était d'ailleurs autrefois qu'une zone de maquis, le nom de Ferrat venant du latin ferrus sauvage. C'est en novembre 1904, un an avant l'acquisition faite par Béatrice de Rothschild, que Léopold II était devenu le nouveau propriétaire de ce domaine des Cèdres pour l'équivalent de 1 milliard de nos euros actuels. D'importants aménagements sont alors entrepris sous la direction de 2 architectes paysagistes qu'il fait venir de Paris, Harold de Pétot et Jules Vachereau. La demeure principale sera agrandie, le parc doté de terrasses à l'italienne et agrémenté de statues, d'échelles et miroirs d'eau, de grandes allées avec escaliers monumentaux et une piste cavalière que le roi empruntait pour rejoindre son luxueux yacht, l'Alberta, ancré en partie basse du domaine. En dépit de la décision de Léopold II de transmettre la villa des Cèdres à la baronne de Vaughan, sa jeune épouse morganatique, l'État belge récupère le domaine. Et au décès de Léopold II, survenu en 1909, soit 5 ans après l'acquisition, la villa des Cèdres servira alors d'hôpital temporaire pour les blessés de la Grande Guerre 14. En 1921, elle passe aux mains du banquier Sir Ernest Cassel, très proche de Louis Mountbatten, le vice-roi des Indes. D'importants aménagements sont entrepris pour affirmer le caractère paladien de la demeure royale, dont le style s'accorde à la douceur de cette presqu'île de rêve qui attire irrésistiblement l'aristocratie la plus fortunée. Sur ce cliché, on voit ce qu'était le carré de Bigaradier à l'époque. En octobre 1924, à la surprise générale, Louis-Alexandre Marnier-l'Apostole se porte acquéreur des Cèdres. Par quel miracle un négociant en cognac avait-il pu rejoindre le cercle restreint des très grandes fortunes? Son ascension sociale commence en 1876 lorsqu'il épouse Julia l'Apostole, petite fille du distillateur Jean-Baptiste l'Apostole, installé à Naufle-le-Château. L'idée lui vient alors de développer un élixir mariant de distillats d'orange et d'écorce d'orange amère, des bigarades, avec ses meilleurs cognacs. La liqueur est immédiatement appréciée des grands hôteliers londoniens, notamment César Ritz et parisiens. Le jardin des Cèdres devient alors un jardin expérimental de bigaradier pour subvenir à la production d'écorce de fruits. Des chefs renommés comme Escoffier, promoteur de la gastronomie française, contribuent à la notoriété du produit qui connaît alors un très grand succès dans les capitales européennes et mondiales. La fameuse bouteille au cordon rouge fera rapidement le tour du monde en occupant une place d'honneur dans les croisières transatlantiques. Au décès de son père, survenu en 1928, son fils Julien Marnier-l'Apostole va exercer ses talents de chef d'entreprise, doublés d'une véritable fascination pour le règne végétal. Lors de ses nombreux voyages à travers le monde, il remarque que les nuances aromatiques des bigarades s'épanouissent remarquablement sous le climat d'Haïti et de Saint-Domingue. Il y assure dès lors, dès 1930, ses approvisionnements en huile et pelures séchées. Foncièrement attaché à la compréhension du monde végétal, Julien décide de préserver et enrichir la luxuriance de son jardin d'exception. Il se documente en constituant aux Cèdres une riche bibliothèque pour laquelle il sollicite les conseils du grand botaniste Werner Rau. C'est avec lui qu'il va entreprendre de nombreuses expéditions botaniques dans toutes les régions de climat méditerranéen des 2 hémisphères. En définitive, aux Cèdres ne subsistera qu'un petit carré de bigaradier pour laisser la place à un total impressionnant de 16 000 introductions botaniques dûment répertoriées et acclimatées, dans ce qui devient une véritable arche de Noé végétale. D'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, la villa est occupée par les Allemands qui posent 600 000 antipersonnels
dans la propriété, qui était exposée face à la mer, dont l'entretien devient alors impossible. Mu par sa passion et sans doute aussi par quelques distributions de son élixir, Julien Marnier, l'apostole, parvient à faire reconnaître l'intérêt scientifique de ses collections et les Allemands acceptèrent de déminer un passage réservé à un unique jardinier pour subvenir aux besoins les plus essentiels, aux besoins d'irrigation les plus essentiels. Avec le recul, l'action des cèdres apparaît comme un véritable prodige, poursuivant de main de maître son mécénat d'entreprise avec l'aide de son épouse Suzanne, et en concertation permanente avec les meilleurs botanistes et jardiniers, Julien va répartir ses 16 000 introductions en 25 emplacements harmonieusement disposés pour accompagner le promeneur. Ces emplacements que l'on voit ici à droite, qui sont déclinés à droite. Alors le promeneur peut s'y découvrir avec ravissement, et dans toutes leurs nuances écologiques, les origines du biome végétal de type méditerranéen, palmarium, orchidarium, succularium, bambouserie, carré des agrumes, forêt tropicale, forêt subtropicale et cercles xérophytes et d'épiphytes, ainsi qu'un lac aux plantes aquatiques où peut fleurir à l'air libre le Victoria regia. Au décès de Julien Marnier, survenu en 1975, Jacques Marnier, son fils, prend la succession de l'entreprise et sa belle-mère, Suzanne, ne quitte pas la villa des Cèdres et veille à l'entretien des collections avec plusieurs chefs jardiniers, botanistes et leurs techniciens. Le jardin est ouvert au public sur rendez-vous préalable auprès de l'Office du tourisme de Saint-Jean-Cap-Ferrat et Suzanne accueille chaque année les étudiants en pèlerin de Francis Salé pour 1 à 2 semaines qui peuvent camper dans le parc. Elle collectionne les clichés de toutes les nouvelles floraisons apparaissant au Cèdre. Ces clichés figureront dans un ouvrage richement illustré qui paraîtra en 1999 aux éditions Franklin-Picard, intitulé « Un jardin botanique d'exception, les Cèdres ». En septembre 2015, Jacques Marnier l'apostole, fils de Julien, décède à son tour après 40 années de présidence. Quelques mois plus tard, en mars 2016, une offre publique d'achat amical sera proposée à la Société des produits Marnier l'apostole par le groupe italien spiritueux Campari. La presse s'en fait l'écho et braque les projecteurs sur notre patrimoine gastronomique. Une association des Amis des Cèdres est alors créée en juin 2018 sous la présidence de Francis Salé pour défendre l'exceptionnel patrimoine des Cèdres. En 2020, le groupe Campari, nouveau propriétaire, annonce qu'il met en vente le jardin des Cèdres. La même année, l'oligarque ukrainien Rinat Akhmetov en fait l'acquisition. L'équipe de jardiniers des Cèdres sera alors conservée tout autant que la précieuse bibliothèque, heureusement. Comme depuis 2008, le jardin des Cèdres avait été versé à l'inventaire général du patrimoine culturel, l'oligarque est astreint des visites de contrôle pour surveiller l'entretien des précieuses collections botaniques, mais un classement du jardin en tant que monument historique se justifierait. Au terme de ce propos, je conclurai par quelques remarques sur 2 histoires extraordinaires qui viennent d'être évoquées, celle des jardins de Tibur d'une part et celle des Cèdres d'autre part. Dans le premier cas, Adrien a voulu célébrer l'avènement d'un monde méditerranéen pacifié à un moment de l'histoire de l'humanité où, face aux divinités antiques amorçant une forme de déclin, le christianisme émergeait des catacombes. À Tibur, Adrien invitait la société romaine à s'en remettre aux valeurs cardinales du stoïcisme, et l'accompagnement des plantes et de leurs parfums pouvait offrir un gage au moment de rejoindre les lieux durs et nus de l'au-delà, comme il l'a inscrit lui-même ante mortem sur sa propre épitaphe. Pour ce qui est de la villa des Cèdres, laquelle englobait en définitive les 2 formes de jardin, celui d'agrément des parfums et celui se rapportant aux saveurs évoquées précédemment, l'histoire nous projette dans une dimension planétaire où l'homme, avide de jouissances gustatives, prend conscience de la valeur et de la fragilité du règne végétal,
De quoi inspirer le nouveau propriétaire du Jardin des Cèdres, Rina Akhmetov, à considérer les végétaux comme des alliés essentiels à notre bien-être. Dans le contexte d'urgence environnementale que nous connaissons aujourd'hui, il est important de poursuivre une démarche conservatoire d'espèces méditerranéennes en danger de disparition. À Tibur et surtout au Cèdre, les femmes ont joué un rôle important dans la transmission patrimoniale. Adrien, par exemple, était devenu empereur grâce à Plotine, épouse de Trajan, qui était originaire de Nîmes. Aujourd'hui, reste à savoir quel sera l'avenir du joyau exceptionnel légué par Julien et Suzy Marnier l'Apostole. Enfin, en préparant cette conférence, je me suis surpris à porter un regard nouveau sur mon lieu de résidence à la Grande Motte, que Jean Balladur et son paysagiste Pierre Pillet ont généreusement doté d'une ambiance végétale où le minéral convoque toute une série de symboles initiatiques, symboles qui s'inscrivent dans la tradition de Tibur, à la fois par la grande maîtrise de l'eau et aussi par le mariage associant voile de béton et verdure. Mais ceci est un autre débat sur lequel il conviendra de se pencher. Je vous remercie de votre attention.